Pourquoi les autorités nigériennes ont-elles décidé de reprendre le contrôle opérationnel de la Sobaïr, la société des mines de l'Aïr détenue jusqu'ici à 63,4% par le groupe français Orano? Dans un communiqué publié ce 4 décembre 2024, le groupe français a exprimé ses plus vifs regrets face à l'évolution de la situation qui pèse lourdement sur les salariés et les communautés locales. Dans sa sortie, Orano indique qu'il entend défendre ses droits auprès des instances compétentes et réaffirme sa conviction que seule une volonté partagée par l'ensemble des parties prenantes de rétablir un mode de fonctionnement stable et pérenne permettra de reprendre les activités sereinement. Mais au-delà de la communication d'Orano, c'est surtout la démarche des autorités nigériennes qui nous intéresse. À quoi doit-on l'assimiler? Quelles peuvent en être les implications? Quelles alternatives pour le Niger dans la dynamique de la diversification de ses partenariats avec, en ligne de mire, le respect de sa souveraineté sur ses richesses minières? Bonsoir à vous et bienvenue. Vous l'avez donc compris, le Niger dominera les débats ce soir au regard justement d'évolution de la situation, du moins du contexte minier de ce côté. Nous reviendrons justement sur le communiqué rendu public par la société, ou du moins le groupe français Orano, qui dit ne pas comprendre, du moins ne pas expliquer justement le comportement des autorités qui, elles, auraient donc repris le contrôle opérationnel de la Sobaïr, cette société de mines de l'Aïr détenue jusqu'ici à 63,4% par le groupe français Orano. Orano souligne également au passage, entre autres, épuiser toutes les voies de recours pour obtenir gain de cause devant les juridictions compétentes. Mais au-delà de ce communiqué que nous aurons l'occasion de partager avec vous dans quelques instants seulement, nous nous intéresserons de très près ce soir à cette démarche des autorités nigériennes dans cette dynamique de souveraineté. Pourquoi le Niger reprend le contrôle total de son uranium? Quelles peuvent en être les implications? Vers quels partenaires se tourner? Ces partenaires qui respecteraient bien sûr cette dynamique de souveraineté de ces richesses minières. Et pour en parler, nous sommes aux côtés bien sûr de plusieurs invités. Henri Atangana, vous êtes avec nous depuis Bruxelles. Je rappelle que vous êtes pratiquement l'un des consultants permanents de cette émission du Point sur l'actualité. Merci à vous Henri. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir de m'avoir invité. Comme vous dites, vous m'avez élevé au grade de consultant permanent. J'ai déjà les épaulettes, comme on disait quand on était de grade consultant, ravi de m'inviter. Je dis bonsoir à tous mes copanélistes qui sont aussi très très souvent avec nous. Je ne vais pas déflorer votre présentation, qui partage agréablement le plateau avec nous, vous et moi, le plus souvent possible. Bonsoir à toute la famille panafricaniste qui nous fait le plaisir de nous écouter, de nous suivre, de nous comprendre et de faire attention à ce qu'on dit. En tout cas, écouter nos voix, parce que nos voix portent et ils nous le rendent très très bien. Encore une fois, merci de m'avoir invité sur Forum Média Africain. Merci à vous, Henri Atangana, aux côtés d'André Christelle Fanga, également journaliste, analyste, consultant permanent également de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir DP. Bonsoir M. Nguéné, bonsoir M. Atangana. C'est un plaisir de partager, de croiser le verbe, n'est-ce pas, avec des éminences grises comme vous. C'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, de discuter, d'échanger et que, justement, comme vous l'avez bien dit, Henri, et que les Africains nous écoutent et prennent en compte ce que nous disons. Je voudrais encore ici réitérer que le Tchad nous a compris. Vous avez vu les marches, n'est-ce pas, pour justement demander le départ de ces Français au niveau du Tchad, oui, de la base des militaires français, près de 1000. Il faut le dire clairement, parce que c'est quand même assez costaud. Vous avez près de 1000 hommes sur un territoire étranger et vous ne voulez pas partir. Donc les Tchadiens se sont levés comme un seul homme pour dire que
Nous avons compris le message du président de la République, son Excellence Mahamat Idriss Déby. Nous avons compris le message, n'est-ce pas, du ministre des Relations extérieures. Nous avons compris, en fait, le message, n'est-ce pas, des autorités qui dirigent le Tchad. Et nous allons accompagner cette démarche-là pour que, finalement, ces Français-là dégagent de notre territoire. Et nous attendons aussi la même réaction, peut-être, du côté du Sénégal, pour que ça aille très vite. Je pense que d'ici 2025, les carottes seront cuites pour la France et son dirigeant. Vous savez que le Premier ministre doit partir. Barnier, mais le gouvernement Barnier évincé pratiquement au terme d'une motion de censure. Donc on attend que... adoptée du côté de l'Assemblée nationale. Bien sûr, vous ne pouvez pas être minoritaire à l'Assemblée nationale et vous voulez continuer à dicter vos lois comme vous voulez. Vous utilisez c'est le 43... Le 49.3. Le 49.3. Tout le temps. Ça veut dire que vous êtes dans une gouvernance d'exception. Vous êtes devenu une dictature. Monsieur Macron est un dictateur. Il faut le dire clairement parce que M. Macron n'écoute pas la voix du peuple. Donc des hommes et un dirigeant comme celui-là doit être chassé du pouvoir. Et c'est justement sa démission qu'on attend. Parce qu'en dehors de Barnier, il faut véritablement voir si la France est encore dirigée. Et je pense que c'est un avantage pour nous les Africains que la France ait choisi un dirigeant de cet acabit-là pour que nous puissions avoir le dessus sur cette France-là avec ses différentes activités. Et d'ailleurs, nous allons discuter du côté du Niger. Une France ingouvernable. Les malheurs justement du président Emmanuel Macron qui s'enchaînent. On se souvient de l'origine avec ces élections européennes qui ont mis le camp présidentiel dans le dur. Merci à vous André-Christelle Fanga. Nous sommes également aux côtés de M. Kamdem. Je rappelle que vous êtes ingénieur préventeur HSE. Vous êtes également technicien en radioprotection et en radioactivité naturelle. Merci à vous, M. Kamdem. Bonsoir et bienvenue. Pour qui j'ai beaucoup de respect, M. Fanga et puis M. Atama, comme bien d'autres. Bonsoir à tous vos panélistes et à tous les Africains, n'est-ce pas, qui ont accepté la main tendue de votre grande école de conscientisation. Je vous remercie. Merci à vous. Avec vous, nous reviendrons justement sur les conditions de travail dans l'une des mines, dans laquelle d'ailleurs vous avez eu l'occasion de travailler, à Arlit plus précisément. Nous reviendrons beaucoup plus en détail sur les conditions de travail mises sur pied justement par le groupe français Orano. Alors, que se passe-t-il précisément? Pourquoi Orano fait ce genre de sortie? Quelles seront justement ces voies de recours qui seront épuisées entre autres par le groupe français? Jusqu'ici, actionnaire majoritaire de la Sobaïr, on parle justement de 63,4% détenus justement par le groupe français, qui dit ne pas comprendre pourquoi les autorités nigériennes ont pris le contrôle opérationnel de la mine, entre autres. Nous prenons cet élément de la rédaction centrale de For You Media Africa. Le spécialiste français de l'uranium, Orano, admis avoir perdu le contrôle opérationnel de Somer, sa filiale nigériane, après que les autorités de transition aient refusé d'exporter la production de cette société. Les autorités nigériennes assument pleinement leur refus d'exporter la production exprimée le 3 décembre 2024 lors d'une réunion du conseil des directeurs de Somer, ajoute Orano. Fin octobre, le groupe français avait annoncé suspendre sa production sur le site d'Arlit, sa dernière mine. Au Niger, mettons en avant de grandes difficultés financières. L'uranium représente une ressource stratégique pour le Niger et une pièce maîtresse dans le secteur de l'énergie nucléaire mondiale. Cependant, les relations entre Orano et le Niger se sont progressivement détériorées. En juin 2024, le gouvernement nigérien avait déjà retiré à Orano le permis d'exploitation du gisement des Mouranen, l'un des plus grands du monde. Plus récemment encore, les autorités locales ont renforcé leur emprise en prenant directement le contrôle des opérations de sommeil, rendant inopérantes les décisions du conseil d'administration de la société française. La perte de contrôle de sommeil constitue un coup dur pour Orano qui dépend largement de l'uranium nigérien pour approvisionner le marché international. Notons que cette situation pourrait également avoir des répercussions sur l'offre mondiale d'uranium, accentuant les pressions sur les prix et des chaînes d'approvisionnement.
Le Niger envoie ainsi un signal fort. Il ne sera plus un simple fournisseur en matières premières pour les puissances étrangères. En prenant le contrôle de ses ressources, le pays cherche à écrire un nouveau chapitre de son histoire économique centré sur l'autonomie et le développement local. Ont-elles décidé, les autorités nigériennes, ont-elles décidé de prendre le contrôle opérationnel de la Somaïr? On revient légèrement sur ce communiqué d'ailleurs du groupe français Orano. Depuis plusieurs mois, Orano alerte sur les ingérences que le groupe subit dans la gouvernance de la Somaïr, dont il est actionnaire majoritaire et opérateur au Niger. En effet, les décisions prises lors des conseils d'administration de la société ne sont plus appliquées. Et de fait, Orano constate aujourd'hui que les autorités nigériennes en ont pris le contrôle opérationnel. Les dépenses de production qui se poursuivent sur le site dégradent chaque jour davantage la situation financière de la société. Dans ce contexte, l'application de la résolution adoptée par le conseil d'administration de la Somaïr le 12 novembre de suspendre les dépenses liées aux activités de production pour prioriser le paiement des salaires et de préserver l'intégrité de l'outil industriel est volontairement empêchée. Les représentants du Niger assument cette position qu'ils ont défendue lors du conseil d'administration ordinaire qui s'est tenu le mardi 3 décembre 2024 en confirmant notamment leur refus d'exporter la production. Dans ce cadre, Orano exprime ses vifs regrets face à l'évolution de la situation qui pèse lourdement sur les salariés et les communautés locales. Orano entend défendre ses droits auprès des instances compétentes et réaffirme sa conviction que seule une volonté partagée par l'ensemble des parties prenantes de rétablir un mode de fonctionnement stable et pérenne permettra de reprendre les activités et ce de façon sereine. Voilà donc l'intégralité de ce communiqué. Henri Atangana, le premier enseignement à tirer quand on revient sur le communiqué, c'est qu'après la suspension des activités d'Orano il y a quelques mois, cette fois les autorités nigériennes ont décidé de reprendre le contrôle de la Somaïr. Mais pourquoi précisément? D'abord, vous venez de le dire, il y a eu suspension des activités de la société. C'est-à-dire que Orano, qui est propriétaire de la société à 63%, c'est-à-dire, je l'avais expliqué d'ailleurs à la dernière émission, vous vous souvenez, quand j'ai d'abord expliqué à nos téléspectateurs, parce qu'il y a eu une question sur la nationalisation, et j'avais, pour répondre aux téléspectateurs qui avaient demandé ce que c'est que la nationalisation, j'ai d'abord expliqué ce que c'est que être propriétaire d'une société. Non, j'étais avec Madame Siké, justement, c'est celui qui met les fonds pour financer la société, celui qui dirige dans le conseil d'administration. Là, le Orano a apporté 63% des fonds, du capital. Oui. Très bien. Et était donc majoritaire au conseil d'administration. Donc, forcément, c'est lui qui prend les décisions. Enfin, les décisions se prennent au vote dans un conseil d'administration d'une société. Je parle de société, des sociétés anonymes. Et parce qu'il faut connaître un peu la gestion des sociétés pour bien comprendre ce qu'il se passe. Donc, quand vous avez 63% au conseil d'administration, vous comprenez que vous avez le pouvoir de décision, puisque le pouvoir de décision au conseil d'administration d'une société est un pouvoir à la majorité. C'est comme dans une assemblée. Pour rappel, le conseil d'administration est fait des actionnaires. Donc tout le monde, si vous allez à la Bourse de Paris, vous achetez une action Orano, vous faites partie du conseil d'administration. Sauf que vous avez 0,01%. Donc pendant les séances, vous n'allez même pas venir. Vous êtes un actionnaire qui attend juste qu'on lui verse des dividendes. Je veux que les gens comprennent ce dont on parle. Oui. C'est pour ça que j'explique. Donc, mais le conseil d'administration, quand il réunit, il appelle tous les actionnaire. Mais quand vous avez déjà 63%, vous pouvez être tout seul à les avoir 63%, vous avez 63%, vous prenez donc des décisions de façon unilatérale. Vous n'avez pas besoin des autres. Je résume. Orano n'a pas besoin du Niger pour prendre les décisions. C'est ça qui se passe dans ce type de montage financier. Maintenant, on peut débattre de ces sociétés qui viennent travailler dans nos États avec une majorité. Ça, c'est un autre débat. Je vous passe le débat. Très bien. Maintenant, Orano qui prend la décision de suspendre les activités.
Et maintenant, le Niger qui dit, moi, je vais reprendre les activités. Parce que, je l'avais dit la dernière fois, la majorité des employés sont nigériens. Donc, connaissent donc les process et les processus, même si les cadres sont orano. Donc, l'État nigérien vient donc par souveraineté demander l'ordre de continuer les travaux. Voilà ce qu'il se passe. Oui. Maintenant, pour commenter, beaucoup de gens n'ont pas fait le parallèle, mais je vais attirer le parallèle. Qu'est-ce qui s'est passé en Russie quand l'opération spéciale russe commence? Vous n'avez pas appris que beaucoup de sociétés, au vu des sanctions européennes, avaient décidé d'arrêter les activités en Russie? Et vous avez appris aussi que Poutine a donné l'ordre de reprendre les activités. C'est la même chose, hein? Il y avait des sociétés américaines comme McDonald's qui ont arrêté de travailler, mais les employés ils étaient russes. Poutine a dit, ok, d'accord, continuez, ouvrez-moi. C'est la même chose. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand vous êtes sur mon territoire, et c'est un gros débat, comme je dis souvent aux Africains qui prennent souvent l'argent pour aller investir en Europe. Le jour où l'État veut, il gèle vos biens. C'est la même chose qui se passe en Russie, qui s'est passé avec le gel des avoirs russes aux États-Unis, dans les pays de l'euro. C'est-à-dire sans aucune raison, puisque vos avoirs sont sur le compte, l'État peut le geler. C'est la même chose qu'il se passe souvent quand on dit bien mal acquis. J'ouvre l'esprit aux gens pour qu'ils comprennent la géostratégie. Ce n'est pas le sujet. Mais en fait, on est dans le même cas de figure. Orano dit, ils ont eu un conseil d'administration, ils disent, nous on a 63%, nous on décide d'arrêter parce que. Oui. Le Niger qui est un pays qui dit, bon, ok, d'accord, comme vous décidez d'arrêter, moi je mets en œuvre les choses de la société. Parce qu'il faut bien savoir que quand vous, comme la Russie avait fait, quand vous êtes une société, une personne morale, et que vous allez dans un pays, et que vous arrêtez, vous avez le droit d'arrêter les activités et d'abandonner votre matériel, ça c'est votre problème. L'État le reprend alors automatiquement et le nationalise. Donc à ne pas confondre, il y a deux types de nationalisation. L'achat des actifs pour devenir majoritaire au conseil d'administration et ce genre de cessation d'activité. Parce que si le contrat n'a pas prévu les modalités de cessation d'activité, le Niger dit, écoutez, moi j'ai ma population qui est faite de gens qui travaillent et qui gagnent de l'argent. Vous êtes venu avec une société, vous avez tant de milliers de Nigériens qui y travaillent, vous arrêtez brusquement les activités. Bon, moi, c'est une violation des droits du travail des Nigériens. Alors, ce que vous dites, ce que vous expliquez, Henri, est que volontairement, Orano a poussé les autorités à prendre le contrôle opérationnel en procédant à la suspension unilatérale de ces activités au mois d'octobre dernier. Exactement. On en a discuté sur ce plan. Je crois que c'était avec Mme Siké, quand Orano a arrêté les activités et l'uranium était bloqué, qui devait passer par le Bénin qui ne voulait pas enregistrer. En fait, c'est Orano qui, de façon unilatérale, a arrêté parce qu'ils ne se sont pas entendus après le conseil d'administration. Donc Orano dit, moi je suis majoritaire, c'est ce que je dis qui prime. Et moi je dis que s'il n'y a pas ça, j'arrête comment on dit, cessation d'opération. C'est-à-dire qu'en fait, l'activité de l'entreprise ne marche plus. Je l'arrête. Et ça qu'ils appellent reprendre l'aspect opérationnel. C'est-à-dire la société continue de fonctionner. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Et alors, le Niger dit, ok, d'accord, vous avez cessé les activités, bon, ça c'est votre problème. Moi, je donne l'ordre aux gens de continuer parce que je suis dans mon pays et que je suis souverain. Et puis après, ce genre d'histoire finissent toujours dans un tribunal du commerce où chacun va donner ses arguments, expliquer pourquoi l'autre a ses activités, l'autre va dire, il faudrait donc voir dans le cadre contractuel quel est le tribunal qui est compétent en la matière. Voilà, et même s'il y a un tribunal compétent, que c'est le tribunal de commerce de Paris, les Nigériens peuvent dire, mais ça aussi on s'en moque. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé en Russie. C'est-à-dire les sociétés étrangères en Russie ont dit, puisque vous allez en Ukraine, on cesse des activités. Et puis Poutine a dit, bon, ok, vous avez cessé ces activités, très bien, merci de nous avoir donné votre matériel,
Vous prenez n'importe qui offrant symbolique, vous le faites propriétaire de l'activité et les activités redémarrent. Surtout quand le personnel opérationnel, c'est-à-dire qui fait des opérations, le personnel opérationnel est local et qui a le know-how, la technique. Voilà le descriptif de l'état de lieu de la situation. Voilà. Dans quelques instants, vous avez compris que Orano se plaint. Dans quelques instants, Henri, nous reviendrons aux côtés des autres sur les implications de cette décision souveraine du Niger. Mais rappelons tout de même qu'au mois de juin dernier, Orano avait perdu son permis d'exploitation du méga-gisement d'Imouraren et ses réserves estimées à plus de 200 000 tonnes. Puis fin octobre, vous l'avez d'ailleurs relevé, la société française a annoncé que devant une situation fortement dégradée, sa filiale allait suspendre sa production à partir du 31 octobre 2024, faute de pouvoir continuer à travailler dans le pays. On rappelle que le groupe français Orano remettait justement en cause certaines, ou du moins le malaise actuel avec les autorités nigériennes, estimant qu'au total 1150 tonnes de concentré d'uranium issus des stocks de 2023 et 2024, soit près de la moitié de la production moyenne annuelle du site, était bloqué, entre autres un stock d'une valeur marchande estimée à 200 millions d'euros, selon bien sûr le groupe, dont le capital, on l'a également relevé, est estimé au sein de la Somaïr à 63,4%. Contrôle opérationnel de la Somaïr. André Kistel Fanga, fallait-il s'y attendre au regard justement de l'enchaînement de ces événements, la suspension ou du moins le retrait tout d'abord du permis d'exploitation à Orano, l'entreprise qui revient derrière dans un bras de fer et qui suspend de façon unilatérale sa production. Là, l'État sort justement les gros moyens et décide de reprendre le contrôle opérationnel de la Somaïr. Une décision attendue également pour vous? Bien sûr, M. Nguéné. Et bravo, mon cher aîné, Henri Atangana. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Les autorités françaises n'ont pas reconnu les autorités de transition du Niger. Et ont voulu passer par des sociétés comme Orano pour faire du chantage ou bien pour déstabiliser les autorités de transition. Et vous savez que la grande guerre qui se trouve au Niger, c'est la guerre de l'uranium. Il n'y a pas deux choses. Rappelez-vous, première des choses qu'il faut comprendre, le Niger est parmi les plus grands producteurs d'uranium dans le monde. Il est troisième producteur. Si le Niger est troisième producteur d'uranium dans le monde, dans l'indice de pauvreté de l'Union européenne, des programmes des Nations Unies, de quoi là, je ne sais pas quoi, le Niger est parmi les derniers. Le Niger est parmi les derniers, les pays les plus pauvres au monde, le Niger s'y trouve. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est le problème? Alors que l'uranium est exploité au moins depuis 70 ans aujourd'hui, au Niger. Et principalement par des sociétés françaises. Je voudrais vous rappeler que Orano, c'est ancien Areva. Oui. Et l'État français a racheté les parts quand Areva était en train de tomber. Donc, l'État français a racheté certaines parts, n'est-ce pas, de Areva pour créer Orano. Donc, en réalité, Orano est une société française. Parce que détenant plus de 60% du capital de Soumaï. De la Somaï. De la Somaï, au Niger. Donc, en réalité, c'est l'État français qui exploite l'uranium au Niger et qui fait... Et qui le revend à vil prix, pratiquement. Et qui l'achète à vil prix pour le revendre. Mais c'est gratuit. Ce n'est pas l'achat, c'est gratuit. 137 000 la tonne achetée au Niger. Alors que acheté au Canada, en Australie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, c'est 10 fois le prix.
Mais au Niger, on le prend quasiment gratuitement. Et on vous dit que non, dans cette partie, la contrepartie que Orano donne, n'est-ce pas, les investissements faits par Orano, c'est-à-dire, ils creusent quelques puits dans un village, ils construisent un hôpital. D'ailleurs, ce qu'ils ne font même pas, parce que dans tout ça, il y a un cahier de charge à respecter. Et ce cahier de charge n'a jamais été respecté. Parce que la radioactivité, vous savez que l'uranium, l'exploitation de l'uranium crée la radioactivité. Et donc, le Niger se retrouve avec des villages complètement où rien ne peut pousser. Parce que Orano enterre justement des matières, n'est-ce pas, les matières nocives dans les sols. Les gens vont regarder, oh non, c'est le désert, c'est un pays qui rien ne pousse. Alors qu'en réalité, c'est à cause des sociétés comme Orano. Donc, vous comprenez que c'est une exploitation abusive. C'est une exploitation, n'est-ce pas, destructive, n'est-ce pas, de l'État nigérien. Et comme l'État français, dans sa logique, voulait protéger, n'est-ce pas, ces sous-préfets qu'il avait installés au niveau du Niger, c'est-à-dire M. Bazoum. Alors, il fallait passer par une société comme Orano pour essayer de déstabiliser les autorités de transition présentes, c'est-à-dire le général, n'est-ce pas, Abdourahmane Tchiani et ses hommes qui dirigent actuellement le Niger. Et donc, il fallait. Donc, ce n'est qu'une suite logique pour vous. Mais ce n'est qu'une suite logique, M. Nguéné. J'ai bien dit, j'ai commencé en disant à la guerre comme à la guerre. Mais, grand frère Atangana, vous avez pris un exemple simple. Les États-Unis décident de geler les comptes, n'est-ce pas, des Russes. Bon, comment se fait-il? Abramovich, président de Chelsea, a perdu le club comme ça, un job gratuit, sans rien. Parce qu'on a gelé les avoirs des ressortissants russes en Europe. Mais là, faut-il craindre un bras de fer, Henri Atangana, quand Orano dit dans son communiqué qu'il va épuiser toutes les voies de recours nécessaires. Dans quel pays? C'est au Niger ou bien en France? Devant les juridictions compétentes. Mais qu'ils aillent en France, au tribunal de commerce de France, parce que ce n'est que là-bas qu'ils vont aller. Mais est-ce que ces décisions-là pourront impacter au Niger actuellement? Parce qu'il faut comprendre la suite logique des choses. La suite logique des choses, c'est que nous sommes en révolution. Et cette révolution-là, va aller dans tous les sens et dans tous les domaines. Ça va aller impacter même dans les entreprises, n'est-ce pas, françaises, de ces multinationales exploitatrices, n'est-ce pas, de nos ressources au niveau africain. Parce que c'est ça aussi la révolution. La révolution ne peut pas laisser un pan comme celui-là, un pan très important. Comment on vous dit que l'indice de pauvreté dit que le Niger est avant-dernier pays le plus pauvre du monde, alors qu'il est fournisseur à 40%, n'est-ce pas, à l'État français. L'État français, ou bien la France tout entière, est illuminée à 40% grâce à l'uranium du Niger, parce que sur 100 quelque chose de centrales nucléaires en France, 53 tournent à cause de l'uranium du Niger. Ça produit, EDF revend cet uranium au marché mondial. Ça produit de l'électricité, n'est-ce pas, de l'énergie, pour justement éclairer la France. La France est éclairée à 40% par l'uranium du Niger. Vous ne trouvez pas que c'est une aberration aujourd'hui, que le Niger n'a même pas une ampoule? Je dis bien une ampoule qui fait briller le Niger, même la capitale, ni la présidence. Parce que le Niger achète l'énergie au Nigeria. Et quand le Nigeria, quand ça lui plaît, il coupe quand il veut. Il fait le petit chantage. Bola Tinubu fait son petit chantage à l'État nigérien. D'ailleurs, vous l'avez vu en France, non? Pour sortir des pays. Vous voyez les complicités. Non, vous voyez, il faut réveiller les Africains. Il faut leur dire les choses. N'est-ce pas, vous avez vu Bola Tinubu en France aller signer des gros contrats, aller signer des partenariats en France? Vous ne comprenez pas quoi? Alors que le même Nigeria coupe le courant, n'est-ce pas, au Niger. Crée des difficultés. Même chose pour le Bénin. Crée des difficultés. Parce qu'il faut tout faire pour que la révolution nigérienne n'aboutisse pas, n'arrive pas à ses fins. Donc, véritablement, c'est un gros chantier que vous avez ouvert là, M. Nguéné. Parce que l'exploitation minière, l'exploitation, n'est-ce pas, de l'uranium au Niger, c'est le plus gros scandale qui existe. La France en a bénéficié tellement. Et aujourd'hui, qu'un vaillant africain décide de dire, bon, monsieur, vous dites que vous arrêtez vos activités, d'accord. Mais vous savez que de nombreux Nigériens vivent grâce à cette activité-là. Pas en matière d'emploi seulement d'abord. Oui.
Alors, comment se fait-il que vous vous arrêtez les activités comme ça de manière unilatérale? Ça veut dire que vous jetez des familles, des millions de personnes, n'est-ce pas, au chômage et à la famine. Alors, l'État, les mesures étatiques, voilà, c'est les mesures conservatoires étatiques. Et ce n'est que normal. Si vous êtes un agent déstabilisateur, on vous attrape et c'est la guillotine. André Kistel Fanga, merci à vous. Alors, M. Kamdem, vous avez vécu de très près toutes ces réalités du côté d'Arlit, notamment aux côtés de ce groupe français. Quelle appréciation faites-vous de cette décision souveraine du nouvel exécutif nigérien? Alors, est-ce qu'il me reçoit, M. Kamdem? Vous me recevez? Est-ce qu'il me reçoit, M. Kamdem? J'ai l'impression qu'il y a un léger décalage entre son retour et le nôtre. Allez-y, M. Kamdem, nous vous recevons difficilement. Oui, je suis avec vous. Je par situation du Niger. Il faut déjà que chacun comprenne, que les uns et les autres comprennent que Areva, lui, parce que lorsque ceci change juste l'entité, c'est-à-dire le nom, c'est d'abord pour revenir au point zéro par rapport aux impôts qu'il ne reversait même à l'État. Ça, c'est un. Vous avez dans le statut, c'est-à-dire la direction générale d'Orano, c'est tout le staff Areva qui s'y trouve par là. Ça veut dire qu'il n'y a même pas eu de nouveau recrutement, il n'y a pas eu de tête pensante. Juste pour, n'est-ce pas, endormir l'État du Niger par rapport à certaines réclamations. Bien évidemment, d'abord les impôts qui étaient reversés plutôt en France qu'au Niger. Et beaucoup d'autres choses, le non-respect des cahiers des charges et autres choses. Je dis, cette décision de reprendre en main cette activité uranifère par le Niger est salutaire. Je suis même d'ailleurs très content. Mais il revient au Niger, il appartient au Niger, n'est-ce pas, qui veut reprendre sa souveraineté, d'ailleurs qui a repris sa souveraineté, de comprendre qu'il ne pourra diriger qu'avec son peuple. Il faudrait, et je l'ai dit plusieurs fois, que l'État du Niger soit sérieux dans sa gérance, dans sa façon de faire désormais. Il faudrait que cet État prouve à la France, parce que je vous le dis encore, Orano, c'est la France. Il faudrait que cet État prouve à la France que impossible n'est pas africain. Il faudrait que cet État, à l'heure où je parle, si ces dirigeants nous écoutent, à l'heure où je parle, comment ils vont installer, où les contaminations, je dis, très croissantes, qui ne permettent même pas aux gens d'où aller, et étant déjà contaminés, ils sont obligés d'y être, d'y résister. De la rouille, n'est-ce pas, sointer tout en liquide, ça, c'est de la radioactivité. Ça, c'est l'effet de la radiation qui le fait. Alors, il faudrait qu'ils mettent un peu ces centres de santé de campagne, un peu de partout, qu'ils les laissent par bloc ou alors par ville, Arlit, ils peuvent mettre dans les coins et recoins 20 dosimètres. À Komina Kakokan, ils peuvent faire la même chose. À Lumouaren, ils peuvent faire la même chose. Ça leur permettra en ce moment, n'est-ce pas, puisque ces appareils, ces dosimètres respirent comme vous et moi. Les poussières uranifères qui sont inhalées par les populations sont les mêmes poussières qui sont inhalées par, n'est-ce pas, ces dosimètres. Alors, il faudrait donc à l'État du Niger, il leur revient de trouver en ce moment une entité fiable d'analyse, c'est-à-dire qu'on trouve un laboratoire d'analyse fiable et non un laboratoire français, parce que là, j'insiste là-dessus, sinon ils n'auront jamais de bons résultats. Après prélèvement des filtres chaque fin du mois, qu'ils envoient dans ce laboratoire d'analyse, ils comprendront déjà à quel degré, à quel taux de contamination leur population fait face. Et il n'y a pas que la population, même les fonctionnaires affectés en ces lieux sont tous confondus.
Donc personne n'est sauvé, personne ne dira que non, je suis protégé. Non, tous subissent le même sort. Et ça m'amène même à vous rappeler que cet État devrait encore être plus dur en, n'est-ce pas, portant plainte à Orano, qui est ancien Areva, pour crime contre l'humanité, pour vol. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a des crimes pour pollution volontaire de l'environnement. Je vous ai dit, j'ai bu de l'eau là-bas, ça ne descendait pas. Parce que quand vous la buvez, cette eau, sur la langue, elle picote. Elle est atteinte, elle est radioactive, elle est contaminée. Vous faites des jardins. Des jardins, je vous dis, le village peut vous donner 4 à 5 couleurs. Mais puisqu'il n'y en a nulle part où aller, ces populations sont obligées de les consommer tout en sachant que c'est déjà la mort. Donc, pour ma part, j'insiste d'abord sur la sécurité de toutes les populations. Au niveau de la structure en question que ce gouvernement a repris en main, il faudrait balayer du revers de la main tous les anciens dirigeants nationaux qui étaient là-bas. Il faut enlever tous ces nationaux parce qu'ils ont été tous de connivence avec la France. Il faut les enlever tous et refaire les choses, comme on dit, nouvellement. Remettre des nouvelles personnes. À la limite, chercher des formateurs qui pourront venir. Et c'est pour cette raison que j'insiste encore sur un fait. M. Bernard Sylvain, le directeur général d'Algarve, basé à Bessines en France, devra lui aussi être poursuivi judiciairement par l'État du Niger. Parce que M. Bernard Sylvain est celui qui met le chaos sur le site uranifère au Gabon, à Mounana, où je l'ai rencontré. C'est le même qui revient au Niger en 2009 sous prétexte d'une formation en interne. Que lorsque je rencontre, je lui dis, mais M. Bernard Sylvain, votre visage m'est familier, vous avez été à Mounana où vous avez trompé les populations qui sont en train de mourir. M. Nguédé, la réponse de M. Bernard peut vous donner beaucoup de froideur. Il m'a dit, je t'en prie, je suis venu ici par le biais de l'État français qui m'a octroyé un job et lequel je vais faire en 2 jours pour rentrer. Je ne suis pas venu faire du désordre. J'ai dit non, le désordre c'est que vous ne dites pas la vérité aux autorités et à la limite aux travailleurs nigériens. Il m'a dit, en tout cas, la France a appelé l'État du Niger et le chef de l'État a donné son quitus. Donc il ne me revient pas à moi d'aller dire au peuple du Niger, c'est ce qu'il devrait faire sur le site. Voilà la réponse d'un Français qui dit aimer, n'est-ce pas, l'Afrique. Alors, vous comprenez donc que, pour ma part, il n'est plus acceptable. Il n'est plus acceptable que ces gens reviennent. Ils ne devraient plus revenir. Et ça, c'est pour une leçon pour tous les pays d'Afrique où ce genre de jugements sont exploités. Areva, qui est aujourd'hui Orano, devrait répondre de beaucoup de chefs-d'œuvre d'accusation par l'État du Niger devant la justice. Et laquelle justice ne devait pas être en France. Nous avons des juristes compétents, extrêmement compétents en Afrique pour traîner ce monde par ici. Et je vais même encore plus loin en demandant à cet Orano d'indemniser toutes les populations d'Arlit, de Cominac à Kokan, et puis de la Somaïère, parce que c'est des gens qui sont déjà morts, à qui on octroyait 20 millions de francs, et les 20 millions de francs par personne n'étaient pas, n'est-ce pas, remis de manière, je vais dire directement, on leur donnait un contre-goutte parce qu'on savait qu'avec 20 millions de francs, c'était pour leur dire au revoir, et on savait qu'ils devaient mourir. Et beaucoup d'ailleurs sont décédés. Quand bien même je partais de là, je pleurais parce que je perdais même des collaborateurs. Ils sont morts n'ayant même pas mangé 5 millions de cet argent. Alors, je parlais tantôt de porter plainte à cette structure. Monsieur Nguédé, voilà une structure qui, tous les dimanches, avait un petit avion que nous avons surnommé avion taxi, qui faisait 2 tours. Écoutez-moi bien, 2 tours entre Paris et le Niger, et Arlit. Cet avion venait uniquement pour le transport des capsules. Je dis bien, des capsules déjà traitées à l'usine, faisait ce transport 2 tours par jour, ce dimanche. Alors, si vous prenez tous les dimanches, en un an, ils ont fait combien de tours et le transport du produit fini qui va dans cet avion n'a jamais fait l'objet d'un compte rendu à l'État du Niger. Bien évidemment, avec la complicité des anciens dirigeants. Lorsqu'aujourd'hui, Orano vous donne un chiffre selon lequel il a exploité pendant 53 ans, parce que c'est depuis 1971 qu'ils sont sur ce site. Ils ont exploité, ils vous donnent un chiffre qui est pourtant le double de ce qu'ils ont déjà exploité. Je dis bien le double. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Votre école de conscientisation n'a fait que ramener le général Tiani à des bonnes mœurs, à des bonnes raisons.
il a enfin compris qu'il n'est pas le chef d'État de la transition pour lui, mais pour le peuple nigérien et pour l'Afrique. C'est un exemple à saluer. Comme disait mon grand frère Fanga tout à l'heure, c'est à la guerre comme à la guerre. Je suis très d'accord parce que je vous dis, j'ai assez enterré des Nigériens chez eux par négligence. Ils ne sont pas protégés, ils sont utilisés comme des animaux et je vais même vous dire qu'ils font des heures supplémentaires. Des heures supplémentaires. Sur un site uranifère comme celui-là, la première des conditions de sécurité qu'on vous donne, c'est d'abord votre accoutrement pour ne pas être en contact avec les poussières. Mais malheureusement, les déchets, ce sont les déchets qui servaient de clôture, beaucoup plus, sur ce site. Alors, retenez que le déchet est 100 fois plus dangereux, plus contamineux que le produit fini. Les déchets uranifères sont, je dis, voilà un élément tueur, c'est un tueur en gage. Il était là et sous l'effet des rayons du soleil, comme il fait d'ailleurs chaud là-bas, alors dans l'air, ça partait comme ça pouvait partir et ces effets sont là. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un bilan qui est là, malheureusement très négatif. Malheureusement très négatif. Je vais parler des pièces de rechange de l'usine. Ces pièces sont entassées à la périphérie de l'usine même en question. Alors, vous avez les fabricants de marmites, des bijoutiers et tout ça qui viennent transporter cette ferraille pour fabriquer des marmites, des statuettes, des bijoux et tout ça. Ils ne sont même pas sensibilisés que ce matériel qu'ils sont en train de transporter est contaminé. Regardez un peu la chaîne de contamination d'un dépôt pour une usine de fabrication, un atelier de fabrication, de l'atelier de fabrication pour un acheteur qui va le placer dans son domicile qui se fait contaminer. Lui, sa femme et ses enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que les Français ne sont pas venus au Niger parce qu'ils aimaient le Niger. Ils sont venus pour leur propre intérêt. Alors, je pense qu'un adage dit, il ne faut jamais oublier, n'est-ce pas, le rêve que tu as effectué parce que la nuit a été longue. La France l'a oublié et votre grande école de conscientisation n'a fait que ramener la France à comprendre qu'elle est elle-même tombée dans son propre piège. Donc, il revient à l'État du Niger d'être sérieux, d'être catégorique, surtout d'être très regardant. Il lui revient également le choix des partenaires. Il n'est pas obligé. D'ailleurs, si ça ne dépendait que de moi, je ne voudrais plus entendre parler des Français au Niger. Je n'aimerais même pas un jour entendre parler des Français sur le site uranifère de Guider ici au Cameroun. Il faut être sérieux. Je ne voudrais même pas entendre parler des Français sur le site de bauxite de Ngaoundal ici au Cameroun. C'est pour vous dire qu'ils n'ont jamais aimé l'Afrique. L'exemple, Marie Le Pen en est un exemple concret. Mais elle, au moins, elle est véridique parce qu'elle le fait à mon vision. Donc, je martèle ici en disant que leur acte est très salutaire la reprise, parce que Orano, en disant je suspends mes activités, c'était une forme de chantage. Orano a voulu faire le chantage, n'est-ce pas, à la nouvelle équipe dirigeante du Niger, juste pour les amener à tomber dans son piège. Et s'ils avaient cédé, si cette équipe avait cédé un tout petit peu, Orano avait une seule idée, une seule ambition, c'était de vite fait pour extraire la pile atomique. Parce que sur un site uranifère comme celui-là, vous avez ce qu'on appelle la pile atomique. Et c'est cette pile atomique qui est même 1000 fois plus coûteuse. 1000 fois plus coûteuse que le produit fini sorti de l'usine. Donc le problème d'Orano maintenant, tout ce que vous entendez maintenant, ce sont des pleurs parce qu'elle n'a pas pu extraire la pile atomique. Et même l'État du Niger, en prenant en main, n'est-ce pas, le fonctionnement de cette société, il leur faudra du temps, parce que si on avait laissé à Orano, elle aurait éparpillé, n'est-ce pas, les déchets d'uranium de partout, juste pour extraire la pile atomique et dire, bon, nous en avons marre, nous quittons le site. Donc c'est à cause de cette pile atomique que vous les voyez aussi fous, aussi furieux, aussi mystifiés tels qu'ils le sont aujourd'hui. Monsieur Yédé, qu'est-ce qu'il faut dire si ce n'est saluer vos conseils, si ce n'est saluer les conseils de mon grand frère Atangana, de mon grand frère, de tous mes grands frères qui sont là, parce qu'eux, au moins, ils ont ramené les Africains à la raison. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je dis, il faudrait que vous continuiez avec cette conscientisation. Nous allons tous ensemble vous suivre. D'ailleurs, nous suivons déjà vos traces. Vous dire à la France, c'est terminé. Nous devons arracher notre souveraineté, puisque aujourd'hui, les pays africains sont indépendants et souverains. Ils n'ont jamais compris. Je vais vous donner un exemple.
Je vous dis, M. Brice Oligui, qui est président, je vous dis, il demande l'autorisation à la France pour défiler sur ce boulevard. Mais vous vous imaginez un boulevard qui est sur le sol de vos ancêtres, qui est dans votre pays, qui vous appartient, il faut demander l'autorisation à la France pour défiler sur ce boulevard. Franchement, c'est insultant. C'est même révoltant. Il nous revient donc à cette jeunesse actuelle de dire trop, c'est trop. Avec M. Fanga, je suis parfaitement d'accord, à la guerre comme à la guerre, parce que les Français ne sont pas des gens qu'il faut prendre avec tendresse. Il faut être dur, utiliser un ton dur et fort. Et en ce moment, ils vont rentrer. D'ailleurs, ils ont beaucoup à faire chez eux. Il y a trop de grèves, le gouvernement qui ne tient plus, les églises qui prennent feu et tout ça, les agriculteurs qui sont en grogne et tout ça, ils ont beaucoup à faire. Ils suivent un peu ça. Mais j'insiste sur le fait que voilà, pour sortir, le gouvernement du Niger, pour chuter, le gouvernement du Niger devait poursuivre Orano en justice. Et pour poursuivre Orano en justice, il faut sécuriser toutes ces structures sur le plan juridique. Nous avons des juristes vraiment intellectuels, bien calés pour défendre les intérêts de l'Afrique, quel que soit le genre de tribunal. Je vous remercie. Merci à vous, M. Kamdem. Alors, ce qui revient avec insistance quand on lit le communiqué d'Orano, Henri Atangana, c'est le fait qu'aujourd'hui, soit stocké et bloqué un peu plus de 1150 tonnes de concentré d'uranium issus des stocks de 2023 et 2024, selon bien sûr Orano, et que cette situation, du moins ce contexte aujourd'hui, reste clairement préjudiciable aux salariés de l'entreprise. C'est quoi la prochaine étape quand on reprend de cette façon le contrôle opérationnel des affaires? D'abord, il faut dire que ce blocage-là avait pour but, comme tous mes prédécesseurs ont dit, j'apporte juste la précision, à mettre en difficulté le nouveau gouvernement du Niger, à forcer par des sanctions le retour de Bazoum. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que Orano, quand il l'exploitait, il devait donner, évidemment, puisque l'État nigérien avait 33% des parts, donc on devrait verser à l'État 33% des bénéfices. Parce que c'est comme ça qu'on distribue les dividendes, des bénéfices. Attention, en matière de gestion d'entreprise, on ne distribue pas le chiffre d'affaires, on distribue les bénéfices. On peut donc s'organiser financièrement à ce qu'il n'y ait pas de bénéfices. C'est pour ça que je précise, pour ceux qui ne connaissent pas la gestion d'entreprise, sur le papier, on vous donne aux actionnaires à hauteur du pourcentage d'actions qu'ils ont. Mais il y a des montages financiers pour amoindrir les bénéfices, donc pour que vous n'ayez rien. Ça, c'était une parenthèse parce que ce n'est pas le débat. Bon, le débat, c'est ça, c'est dire préciser ça. Donc, il y avait un manque à gagner pour l'État. Ce manque à gagner avait pour but de déstabiliser l'État du Niger. C'est de ça qu'il s'agissait. Alors, il ne vendait plus, d'ailleurs, il prétendait que c'est parce qu'il y a des problèmes avec le Niger au niveau des frontières, parce que c'est de ce côté qu'on devait écouler l'uranium et que voilà. Et de l'autre côté, c'est les salaires des gens qui y travaillent. Oui. Voilà l'enjeu qui était là. Ils ont fait d'une réalité économique, comme les Américains l'ont fait, comme beaucoup l'ont fait, une arme géopolitique. C'est-à-dire, je peux geler vos avoirs, je gèle, comme ils ont fait aussi en Russie, je gèle des sociétés. Renault, d'ailleurs, fabriquait des voitures en Russie. Mais Renault est parti. Il a arrêté la fabrication de la voiture. C'est la même chose quand l'opération spéciale en Ukraine a commencé. Donc, ils font exactement la même chose, utiliser l'économie, la finance comme une arme géostratégique. Les Américains en sont les maîtres. Très bien. Dès qu'on a fini de dire ça, et le gouvernement, lui, l'a tenu. Et il reprend les opérations exactement comme la Russie a fait. Et le next étape, ça veut dire qu'en réalité, maintenant, 100% des activités vont revenir au gouvernement du Nigeria. Du Niger, vous avez compris. Puisque vous êtes parti, vous avez laissé, bon, ils comprennent. Alors, il reste quoi? Il reste à la France. On peut dire la France aussi parce que André Christophe Fanga l'a dit, la France, l'État français détient
90% des actions d'Orano. J'explique. Orano a 63% des actions. Et dans ces 63%, 90% appartiennent à l'État français. Donc il y a 10% de particuliers, de ceux qui ont acheté leurs actions, voilà, ou de leurs copains. Voilà, donc c'est vraiment l'État français, c'est de l'État français qu'on parle là. Ce n'est pas les particuliers, parce qu'un État peut aussi, comme vous, une personne physique, avoir des actions d'une société. Donc, l'autre étape, ça veut dire, moi j'exploite déjà. Donc, je nationalise parce que vous avez arrêté l'outil. Il reste alors à Orano ou à l'État français d'utiliser les moyens juridiques. En général, ce ne sont pas les moyens juridiques qu'on utilise. On utilise très très souvent les moyens militaires, la violence. C'est ça que Roosevelt, l'ancien chef d'État américain, appelait la politique du grand bâton. Je ne suis pas d'accord avec moi, je tape dessus, je mets des bombes. Quelle que soit la raison que je vais donner. Je vais chercher une résolution à l'ONU, je vous mets les bombes. Et sauf que là, le Niger a un partenaire solide. C'est la Russie, qui vient d'ailleurs de tétaniser tout le monde avec son missile que personne n'a vu venir. On en a parlé sur ce plateau. Vous vous souvenez, je l'ai dit, moi-même, ça m'a tétanisé. Parce qu'aucune réaction même de la défense anti-aérienne. Parce qu'elle aurait pu se déclencher et rater le missile, mais elle ne l'a même pas vu passer. Je peux vous dire que là, la Russie a démontré sa supériorité militaire. Et si vous voulez un comparatif dans l'histoire, c'est exactement comme quand les États-Unis vont lâcher la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki, tous les pays du monde en avaient peur après la guerre de 1945. C'est pour ça qu'ils se sont imposés. C'était la peur. Hein. Vous savez, quand ils vous disent, maintenant vous vendez votre pétrole en dollars, pour le pétrodollar par exemple, vous avez peur. Vous vous dites qu'ils sont capables de détruire toute une ville avec une seule bombe. Et ils sont les seuls à l'avoir. Enfin, ça s'est équilibré entre-temps. Donc, le Niger a ce partenaire qui est un partenaire sérieux. Et la France va essayer d'aller dans les tribunaux. Sauf que ça ne veut rien dire, les tribunaux. Moi, je suis obligé de vous le dire. Parce que la première chose, c'est qu'il faut regarder sur le contrat, quel est le tribunal qui est compétent en matière. Est-ce que c'est le tribunal du commerce du Niger ou alors c'est le tribunal du commerce de Paris? Ça, il faut voir. Mais dans tous les cas, ça ne mènera à rien. Je dis bien à rien. Parce que si tu viens au Niger, évidemment, vous comprenez très bien qu'un juge nigérien ne va pas condamner l'État du Niger. Ça, c'est quand les rapports sont bien entre pays, ils laissent jouer les lois. Et vous comprenez très bien que si l'État nigérien va au tribunal à Paris, il ne peut pas avoir gain de cause. Donc, eux aussi vont, de façon brutale, arrêter toute collaboration. Parce que le tribunal de commerce de Paris ne va pas condamner une société française de surcroît à capital majoritaire de l'État français. Ceux qui vous parlent de démocratie, c'est du pipeau. Pour preuve, Biden vient de gracier son fils. On ne va pas revenir dessus. Ça est arrivé, ça est passé. Vous avez rendu compte, c'est-à-dire que le fils d'un chef d'État américain, vous ne pouvez pas le condamner, quel que soit le crime qu'il fait, dans son pays de surcroît. Vous pouvez le condamner ailleurs, mais pas on vient de vivre ça. Donc, en pratique, ces contrats-là, je les ai faits. Je sais comment ils se passent. Chaque partie va vouloir que le tribunal compétent en cas de litige soit le tribunal de chez lui, parce qu'il a un avantage. Mais comme tous les contrats du monde, un contrat peut se rompre n'importe quand. Un contrat, c'est un contrat. Je veux dire, je peux le rompre dès que je ne suis pas content. Je dis bien tous les contrats du monde. Vous le regardez, vous le voyez toujours dans l'actualité. Comme je vous ai dit, Renault est en Russie, il fabrique, j'ai oublié le modèle là. Dès qu'il y a les sanctions, de façon unilatérale, sans aucune raison, Renault arrête les activités. Et Poutine lui dit, bon ok, je recommence les activités. Et puis c'est tout quoi. Le reste là, les tribunaux, le droit, ça se passe quand les deux pays s'entendent. C'est pour ça que je suis devenu panafricaniste. Parce que quand vous avez travaillé dans le monde international, vous comprenez tout de suite que l'état de droit n'existe que quand vous êtes chez vous. Il ne faut pas imaginer que vous pouvez être là, monsieur Nguéné, avoir un problème à Paris contre un Français blanc et vous gagnez au tribunal, sous prétexte qu'il y aurait la démocratie. Si vous croyez ça, vous êtes un naïf. Je dis que vous êtes le premier des naïfs.
Ça vient de se passer, hein. Le fils de Biden est gracié par son père. Voilà. Voilà. Donc, la prochaine activité, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'il y aura des mesures. La France, l'État français, qui est propriétaire de Renault à 90%, va essayer des mesures juridiques. Et après, ils vont essayer des mesures géopolitiques comme d'habitude. Ils vont essayer des mesures militaires. Mais actuellement, ils n'ont pas cette puissance militaire-là. Vous comprenez alors ce que j'appelle souvent, pour ceux qui ne comprennent pas, le rôle des bases militaires françaises dans les pays. Imaginez un seul instant qu'il y ait une base militaire de la France au Niger. Mais le palais présidentiel du Niger serait bombardé. Point barre. Vous voulez un exemple? Je le prends souvent sur ce plateau. Sarkozy appelle Gbagbo, il lui dit, ben moi je décide, étant à l'Élysée, que c'est Ouattara qui a gagné les élections. Gbagbo dit, recomptons. Il dit, je n'ai pas compté, je t'ai dit de sortir de l'Élysée. Gbagbo dit non. Qu'est-ce qui est arrivé au palais présidentiel? C'est des avions français qui ont décollé de la Côte d'Ivoire, des bases militaires. Avoir des bases militaires sur son pays, mais c'est de la folie. S'il y avait une base militaire française au Niger, je peux vous dire, on n'en parle même plus là. C'est la façon en réalité de régler ce genre de problème. C'est la raison pour laquelle, quand un pays a des bases militaires étrangères sur son pays, ben, il ne peut rien. Ils allaient juste plier. Pour sortir, Henri. Et c'est la raison pour laquelle ils ont essayé de créer des bases militaires en Côte d'Ivoire, au Bénin et tout ça pour essayer d'encercler. C'est l'affaire de Bazoum, c'est l'affaire de l'uranium. Voilà. Donc, c'est le même combat. Donc, c'est par là que je sors. Next, il n'y aura rien. Ils ne peuvent rien que s'asseoir, essayer de négocier. Et puis après, comme le Niger, l'État de l'AES ont déjà tourné le dos, la seule chose qu'on peut leur faire, ce sont les tentatives de coup d'État, les tentatives de déstabilisation. Et ça fonctionne comme ça dans le monde depuis que le monde est monde. Hein. Ça arrive à Saddam Hussein, le jour où il a dit qu'il veut vendre le pétrole en euros. Les Américains ont dit, quoi? Tu oses vendre le pétrole en euros? Ben, ils ont bombardé Saddam Hussein. Dès que Kadhafi a dit, je veux créer les États-Unis d'Afrique, l'argent, une banque africaine, pour qu'on... Quoi, tu veux empêcher le commerce en CFA? Mais ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était empêcher le commerce en dollars. Vous savez ce qui est arrivé de Kadhafi. Les exemples, je peux vous les montrer. À l'international, c'est la violence qui compte. Je sors par là. Voilà. Merci à vous, Henri. À Tangana, on va afficher rapidement les codes d'accès et nous allons donner la parole à certains téléspectateurs dans quelques instants seulement. Mais peut-être, avant d'aller au standard, André-Christophe Fanga, les principaux enseignements à tirer tout de même de cet épisode. Parce que là, clairement, on se dirige forcément vers la nationalisation de la Sobaïr. Aujourd'hui, le Niger qui va récupérer la pleine souveraineté de l'exploitation de ces ressources minières au regard justement de tout ce qu'on a évoqué, de ces dérives d'Orano. Tout à l'heure, M. Kandem revenait justement sur les conditions de travail exécrables dans certains sites d'exploitation. Mais là, on a justement cette phase de nationalisation certainement en cours. Les principaux enseignements à tirer aujourd'hui? Les principaux enseignements à tirer, c'est simplement que les États africains doivent créer des révolutions partout. Des révolutions comme celle qui se produit aujourd'hui au Niger. Parce qu'il fallait un homme comme le général Abdourahmane Tchiani pour venir justement mettre le coup de pied dans la fourmilière, pour venir botter, n'est-ce pas, cette mafia orchestrée depuis des décennies. Vraiment, l'ingénieur Kandem vous a dit les atrocités de ce que l'exploitation de l'uranium cause. Et surtout qu'on a une société irresponsable, c'est-à-dire la France. C'est une société irresponsable qui a dégradé, la santé, qui continue à dégrader le sol, qui continue à dégrader l'équilibre, n'est-ce pas, géopolitique, géostratégique du Niger. Et donc, il faut véritablement qu'il y ait des révolutionnaires un peu de partout. Parce que l'exploitation de l'uranium du Niger, je vous ai pris les exemples simples. Comment se fait-il que le Niger est 3e producteur mondial d'uranium, mais le Niger est classé parmi les pays les plus pauvres du monde? Est-ce que ça s'explique?
Est-ce qu'on doit comprendre ça? Est-ce qu'on doit tirer des leçons en disant, mais non, on ne peut pas être à ce niveau de richesse et être aussi pauvre. Nous devons justement travailler, n'est-ce pas, dans tous nos États pour mettre hors d'état de nuire ces sociétés françaises, européennes, occidentales. Parce que les gens vont nous dire, mais non, il y a le tribunal, les tribunaux. Oui, grand frère Thierry Atangana, il paraît qu'au Cameroun, il y a un directeur général qui était condamné au Cameroun. Le directeur général du port, Cyrus Ngo, était condamné au Cameroun par un magistrat camerounais parce qu'il défendait les intérêts du Cameroun. Il n'y a que dans des États comme ça qu'on trouve ce genre d'aberration. Où on peut condamner, n'est-ce pas, un patriote qui travaille pour le bien-être. C'était l'affaire Bolloré, hein, un Français. Le Cameroun a finalement eu raison dans ce dossier. Mais on a continué, la bataille a continué. Pour simplement dire que vous voyez des aberrations comme ça se produisent dans certains États, comme ça s'est produit sur les Bazoum, Mamadou Tandja, Mamadou Issoufou et tous ces gens qui ont dirigé le Niger. Et aujourd'hui, tous se posent la question, c'est quoi la suite? D'aucuns estiment, entre autres, comme Orano s'en va, c'est un prétexte idéal pour les nouvelles autorités de faire venir d'autres partenaires à l'instar de la Russie. Il y a d'abord d'autres noms, M. Nguéné. Orano, dans le conseil d'administration ou bien dans la gestion de la Somalie, n'est-ce pas, il y a d'autres sociétés qui sont actionnaires, n'est-ce pas, dans ces entreprises-là. Et le personnel est en grande majorité, bon, quand on dit personnel, c'est les 100 000. Parce que les vrais personnels, c'est les Français. Le reste, là, c'est considéré comme du bétail. Mais dans le conseil d'administration, il y a d'autres sociétés. Il y a des sociétés coréennes. Il y a une société coréenne, je crois. Il y a une société chinoise. Il y a même d'autres sociétés qui sont actionnaires, donc qui maîtrisent, n'est-ce pas, la gestion, n'est-ce pas, ou bien l'exploitation de l'uranium. Donc, si Orano s'en va, et d'ailleurs, il est parti, et on lui dit au revoir, allez-y, nous voulons maintenant exploiter nos propres ressources nous-mêmes. Parce que nous avons l'expertise, et je pense que les conditions... D'ailleurs, on nous avait dit que c'était impossible qu'un Camerounais puisse gérer Camerco, quand on créait Camerco au Cameroun. Vous vous rappelez? Il y a quelqu'un qui avait dit que non, c'est impossible qu'un Camerounais puisse gérer Camerco. Mais on a vu comment les Camerounais ont géré. On a dit que non, c'était impossible, que l'expertise de Bolloré est tellement puissante en Afrique en matière de gestion des ports que s'ils quittent le port, vraiment, les ports vont tomber. Allez voir la révolution qui se passe au port de Douala. Allez voir ce qui est en train de se passer au Cameroun avec la révolution portuaire. Ça, c'est des choses à vraiment mettre au devant pour que les Africains comprennent que nous avons des capacités. Voyez ce qui se passe à la CNPS du Cameroun, la gestion de la CNPS aujourd'hui. Regardez le management. Et est-ce qu'il n'y a pas de management compétent en Afrique? C'est ce qu'on veut nous faire croire tous les jours, que non, il n'y a pas de cadre compétent, il n'y a pas de capacité. Voilà un ingénieur qui vous parle. Quand vous l'écoutez, vous n'êtes pas fier de dire que non, voilà un Africain brillant. Quand vous écoutez mon grand frère Atangana, quand il vous parle de l'expertise en matière de création d'entreprises, de gestion d'entreprises, est-ce qu'il n'y a pas de la matière? Il y a de la matière. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que les Africains tirent les leçons de ce qui est en train de se passer au Niger. Parce que voilà un pays qu'on a appauvri. On nous a dit, nous sommes pauvres. Pour sortir des pays, nous n'avons rien. Nous ne pouvons rien faire. Alors, il faut que, non, cette fois-ci, nous avons les capacités et nous allons sortir nos pays du sous-développement avec nos propres moyens. Voilà. Aux côtés d'Henri Atangana, journaliste et analyste, André Christelle Fanga, journaliste et analyste également, mais également aux côtés de M. Kamdem, ingénieur et préventeur HSE. Les trois invités de cette émission du Point sur l'actualité, nous allons également donner la parole à d'autres, ou du moins à certains appelants pour qu'ils partagent avec nous leur point de vue sur cette prise de contrôle, entre autres, de la Somalie par les autorités nigériennes. Roger, vous êtes le premier à réagir au standard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir le plateau, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique et bonsoir les pays de l'Est. Alors, je vais vous dire, l'ennemi juré de l'Afrique, de la France. Vous comprenez? Voilà une occasion que nous avons. La France est en agonie. Il faut l'achever totalement. Je vous dis, il faut l'achever.
La France n'a jamais aimé la paix. Ils vont faire le faux fuyard en tissant les relations par-ci par-là. Mais leur idée, c'est de s'accaparer de nos richesses. Je vous dis, ce que les trois pays de l'AES sont en train de faire, c'est historique. C'est historique. Nous ne devons pas lâcher prise. Vous comprenez? Nous ne devons pas lâcher prise. Il faut tordre le cou à cette sale France qui a méprisé nos parents, qui a tué nos parents. Vous comprenez? Et qui nous malmène de gauche à droite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vous assure, ceux qui pensent que quand on les voit à l'Élysée, là, ils sont main dans la main. Le rôle de la France a toujours été un pays dictateur. Vous comprenez? Ils font tout sous couvert. Mais regardez tout le mal que l'Afrique a eu. En Libye, c'était la France. Au Rwanda, c'était la France. En Centrafrique, c'était la France. Vous comprenez? En Côte d'Ivoire, c'était la France. Mais je vous dis, nous devons l'achever. Voilà une situation où nous ne devons pas la manquer. Si nous la loupons, nous sommes foutus. Vous comprenez bien? Vraiment, M. Guédé, et je salue tous les intervenants. Ils sont clairs et ils savent. L'esprit patriotique que nous avons, l'esprit panafricaniste que nous avons doit dominer. Vous comprenez? Il n'y aura pas de sentiment vis-à-vis de la France. C'est un peuple méchant. Je vous assure, méchant. Et j'admire Assimi Goïta. J'admire Ibrahim Traoré. J'admire le président du Niger. Vous comprenez? Voilà, parce qu'il a fallu des militaires, il a fallu qu'on soit les militaires. Parce que quand la France nous demande allons aux élections, parce qu'ils ont déjà leur candidat, ils savent comment ils vont supporter par-ci, par-là. Vous comprenez, mes frères? Je vous assure, ne lâchons pas prise. C'est une occasion en or. Et il faut l'achever sans regret. Je vous dis, sans regret. C'est un peuple méchant. Comment vous pouvez vous imaginer que vous prenez l'uranium du Niger et ils n'ont pas ils n'ont pas l'électricité là-bas? Mais c'est méchant. Vous comprenez? Je vous parle étant au Cameroun. Montrez-moi l'immeuble d'une société française. Il n'y en a pas. Montrez-moi les réalisations des Français. Et il n'y en a pas. Alors, et ils sont là toujours à cogner les têtes des Africains. Non. J'ai dit non. Soyons fermes. Soyons forts. Merci de m'avoir donné la parole de m'exprimer. Vraiment, bonne continuation. Merci. Merci à vous. Merci pour votre contribution. Roger, depuis le Cameroun, Orano, qui constate la perte du contrôle opérationnel de la Somaïr au Niger et le dénonce dans un communiqué. Vous avez également la parole ce soir. Vous pouvez réagir aux côtés de nos invités. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô? Oui, bonsoir monsieur. On vous appelle comment? Allô? Oui, bonsoir à vous. Vous vous appelez comment? Oui, bonsoir à vous. Vous vous appelez comment? Bonsoir, Senghene. C'est le moment de Tiavi de Boumégul. Allez-y, vous êtes à l'antenne. M. Senghene, la révolution, vous condamnez toujours la France. La France, on donne trop vraiment les à la France. Aujourd'hui, le Mali, le Niger, c'est les peuples maliens qui ont décidé d'amener la révolution. Et c'est le peuple nigérien et c'est le peuple burkinabé. Ici en Afrique centrale, la révolution, moi, je vous dis la vérité, c'est le Cameroun qui bloque la révolution en Afrique centrale. Et une fois que le Cameroun décide, on va mettre la France hors de l'Afrique centrale. Le Cameroun décide de sortir le franc CFA. Touadéra essaie de sortir la zone CFA dans le franc CFA. Personne n'est derrière lui. Donc, c'est inadmissible. On fait 42 ans, on n'arrive pas à sortir son pays dans le franc CFA. Une monnaie nazie qui nous a rendus pauvres et continue à rendre pauvres. Le Cameroun a le pétrole, mais aujourd'hui, 1 litre de carburant, 850. Et tout ça, c'est à cause de la France. Puis aujourd'hui, c'est inadmissible qu'on a le pétrole, mais on vend le pétrole cher.
vraiment, on a besoin d'avoir les hommes forts, comme Christian Fanga, comme M. Banakari. Ça, c'est les deux qui méritent vraiment de diriger le pays. Et là, vraiment, on va mettre la place. Or, il faut aider, soutenir M. Matomba pour que vraiment en 2025, toutes les choses changent. On est fatigué de la France. Bonne soirée. Bonne soirée également à vous. Merci pour votre contribution au Standard. Nous avons d'autres appelants qui souhaitent réagir sur la seule et unique thématique de la soirée. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir à vous. C'est Adam Zoya qui appelle depuis Kribi au Cameroun. J'aimerais participer à l'émission, juste vous féliciter. Votre brillante analyse, présentation, l'émission et tout, ça nous rend très heureux. Je pense que la France va réaliser ce qu'elle est en train de faire plus tard. Elle ne se rend pas compte de ce qui se passe. La révolution est en marche et Dieu ne pourra plus l'arrêter. Je ne pense pas que les Nigériens sont des faux. Ils ont compris que le pays est le troisième producteur d'uranium au monde, mais le Niger n'a pas de lumière ni d'électricité. Le Niger est parmi les premiers pays pauvres au monde, ce qui n'est pas... Ça n'a pas de sens pour un pays qui a aussi un sous-sol aussi riche. Ça n'a pas de sens. Je pense que la France va broyer du noir. Ce n'est que le début. Si elle ne se rabaisse pas, si elle ne se ravise pas, si elle ne comprend pas qu'elle n'est rien sans l'Afrique, la France sera reléguée au dernier rang de pays européens. Je suis tellement ému que je ne trouve même pas les mots pour vous dire ce que j'ai dans le cœur, ce que je pense vraiment. Vraiment, je vais laisser la possibilité à d'autres appelants de participer à l'émission. Je vous remercie beaucoup. Je félicite M. Christelle Fanga, le grand frère Tangana et l'ingénieur et toute l'équipe technique qui nous donne la possibilité de vous regarder, de vous écouter. Et beaucoup de courage à vous et plus de force encore, M. Atangana. Merci à vous. Merci pour votre contribution. On va faire le tour justement de toutes ces réactions au Standard ce soir. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nguéné. Bonsoir à Tangana. Je salue le DP, doyen André Christelle Fanga. Alors, moi, je suis quand même très perturbé de savoir que ce sont les dirigeants, nos gouvernants africains qui créent d'ennui aux enfants d'Afrique. Ça, je n'arrive jamais à comprendre ça. Et là, je vais être très dur avec ce que je suis en train de vouloir dire là. Parce que quelqu'un qu'on appelle Mohamed Bazoum, en principe, on devrait le charcuter. On devrait le charcuter, l'incinérer. Non, mais vous n'allez pas arriver à ce niveau. Vous êtes courroucé. Monsieur Barré, vous êtes courroucé, je peux le comprendre. Et perdre ça partout, ne serait-ce que pour exorciser le pays. Voilà. Parce que c'est inimaginable que vous soyez dirigeant et que vous acceptez des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Comment ça? Et donc, moi, je ne comprends pas. Il faut que nous soyons vraiment durs. Alors, je voudrais demander au général Yetiani, avec son équipe, de tenir ferme. De tenir ferme. Alors, si l'exploitation de cette mine-là revient dans le giron de l'État béninois, et je dis de l'État nigérien, ça est dans l'ordre normal des choses. C'est vous-même qui avez voulu suspendre le fonctionnement parce que vous ne saviez pas que les autres pourront réfléchir jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, ça doit devenir notre propriété et les enfants du Niger qui travaillaient là doivent comprendre que quand c'est désormais pour le Niger, ça les profitera plus.
que les miettes qu'ils gagnent avec ces voleurs, ces prédateurs. Si on pose alors la question de savoir, on ne sait pas pourquoi le Niger reprend, d'abord ça c'est une question terroriste, c'est une question de prédation. Ce n'est pas possible. Vous voyez, on vient pour prendre ici gratuitement. Les enfants d'Afrique manquent de tout. Ils vont chercher le mieux-être ailleurs, ce mieux-être qui a quitté chez eux gratuitement. On donne l'ordre, on fait chavirer les barques, on les tue dans les eaux, on dit qu'ils sont en train de faire une migration clandestine. Il faut que désormais, ça se passe comme ça. Ce n'est pas seulement au Niger, dans tous les autres pays où ils exploitent tout gratuitement. Ce qu'on paye pour l'uranium au Niger, l'argent là même vient d'où? On coupe ça seulement, on envoie. Ces miettes-là, et nous perdons tout alors que nous avons tout. Comment on parle d'un stock de 200 millions d'euros dans un pays qu'on qualifie de très pauvre, très endetté? Ça s'entend ça? Ça s'entend? Et c'est les dirigeants africains qui cautionnent ces choses-là. Ça, on ne peut pas accepter. Donc, il faut désormais que ça reste au Niger et que le Niger continue désormais à être son uranium. Comme ça, dans les autres pays tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Sénégal, tels que le Togo, tels que la Guinée et tous les autres que nous connaissons. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, merci pour votre contribution, mais vous savez que nous sommes en direct, il y a des termes qui sont clairement censurés. On peut comprendre le niveau d'agacement, entre autres. On regarde la gravité de ce qui est évoqué, mais le comportement adéquat, il est indiqué. On doit rester courtois vis-à-vis surtout de certaines personnalités. C'est la déontologie qui nous contraint justement à adopter cette posture-là. Merci à vous tout de même pour votre contribution. Marc, vous êtes avec nous. Bonsoir et bienvenue. Quelques petits soucis de liaison avec Marc. J'espère qu'on aura l'occasion de le retrouver. Mais nous prenons qui au standard avant de revenir sur le plateau, retrouver nos invités. Je rappelle, ils sont trois. M. Kandem, ingénieur et préventeur HSE. André Kistelfanga, journaliste et analyste. Ou encore Henri Atangana. Notre appelant depuis le Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Alors, bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir à vous. Vous vous appelez comment? Monsieur Fitcheux. Alain. Ah ouais, je suis content de voir votre émission. De vous écouter. Je viens de l'Afrique. Moi qui vous parle, je suis un créateur. J'ai quelques brevets de... Rien que moi, pour relever l'économie de l'Afrique, n'a rien. Les inventions, même. Ouais, parce que je crois que rien de blanc ou qu'ils ont fait. Ça vient seul, hein. C'est pas que je suis très fort. Même dans l'armement, il y a des inventions. Trop d'inventions. Des subventions. Et là, actuellement, je vis de certaines de mes inventions. Donc, j'appelle pour faire comprendre que les Christian Fanga sont capables de tout. Merci bien. Bonne continuation. Merci à vous. Très bonne continuation. Et également, je pense qu'on va... on va rester au standard finalement. Quelques petits soucis de liaison avec certains téléspectateurs, mais nous allons rester au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct, vous êtes en ligne, allez-y. Bonsoir, monsieur Ndemé. Merci, bonsoir à vous. J'appelle du Cameroun, là. J'appelle de Ngaoundéré. Monsieur Ndemé, la nouvelle du Tchad que nous on apprend là, ça nous donne beaucoup de joie. Hein. Je crois que le Tchad
doit se rallier, doit intégrer l'État de l'AES là. Et par là, toute l'Afrique centrale peut avoir le renfort pour changer la monnaie, votre monnaie nazie de francs CFA là. Donc, multiplier les commentaires sur le Tchad et l'importance de ce que le changement de la monnaie là peut apporter à l'Afrique. Parce que si en passant par le Tchad, on peut traverser sur l'Afrique centrale, on entre à l'Afrique de l'Est et on aura déjà formé tout un lot d'États qui peuvent créer une monnaie africaine. Et par là, on pourra raccoler n'importe qui vient, qu'il soit en Afrique du Sud ou encore en Afrique du Nord. Donc, on est très content d'apprendre cette nouvelle et on vous encourage beaucoup. Je vous adresse mes encouragements pour les nouvelles saillantes que vous nous envoyez là. Beaucoup de courage, restez concentrés sur ce sujet-là pour que les choses changent un peu en Afrique. Merci, bonne soirée. Bonne soirée également à vous depuis Ngaoundéré au Cameroun. Merci pour votre contribution. Nous restons au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Monsieur Nguéné. Bonsoir la technique Monsieur Mbok. Et je vais dire bonsoir à Monsieur Fanga. Et bonsoir à mes sœurs et frères qui sont sur le chat, qu'on essaie d'animer comme tant bien que mal. Je vais quand même les citer parce qu'ils sont tous là. Il ne manque plus que feuilles. Donc je vais dire et bonsoir à Monsieur Kamdem qui nous a éclairé aujourd'hui et c'est très bien, il faut des émissions comme ça. Donc Sophie, Ren, Kamat, Mamou, Lulendo qui vient de nous rejoindre et tous les autres qui vont arriver après. Mais merci pour cette qualité d'émission. Aujourd'hui, ce matin, j'ai très apprécié. Je vous garantis que c'était une très belle émission. C'est comme ça que je les aime. Et là, aujourd'hui, je suis heureux de vous entendre parce qu'on avance tous ensemble en apprenant des choses. Et ce sont des très belles émissions. C'est comme ça qu'on les aime. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les aime et qu'on avance tous. Parce que on va dire que le malheur de l'Afrique, c'est pas les Africains, c'est d'avoir croisé les Européens. Et il faut qu'on se mette ça dans le crâne. C'est pas nos dirigeants, entre guillemets. OK, ils ont une part de responsabilité. Mais notre plus gros malheur, c'est d'avoir croisé ces Européens qui nous ont mis cette mauvaise graine dans notre vie et on a dérivé. Il faut qu'on reprenne les rênes de notre pays, de nos pays. Et il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. Et la solidarité qu'on a là aujourd'hui, ça me fait plaisir. C'est ça que je veux. En tout cas, c'est ça. On a des ingénieurs, on a tout ce qu'il faut en Afrique. On peut s'en sortir si on continue dans cette voie-là. Donc voilà, je vous remercie. J'appelais juste, j'ai insisté beaucoup. C'était vraiment pour remercier For You Media pour l'émission de qualité. Et il faut que ça continue dans ce sens-là. Et merci le chat, merci la technique, parce que sans vous, on ne serait pas là. Merci le chat, parce que si le chat n'était pas là non plus, il n'y aurait pas de visu. Donc continuons tous dans ce chemin-là. Comme on dit toujours, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà ce que je voulais dire. Je ne voulais pas dire plus parce qu'il y a tellement de choses à dire sur... C'est triste pour le Niger, c'est triste surtout pour cette usine d'uranium qui a pollué la terre pour des siècles et des siècles. Mais il y aura toujours des solutions si les hommes se mettent à travailler ensemble. Comme M. Kandem qui connaît très bien le sujet. Et s'ils sont bien entourés comme ce monsieur, avec ce monsieur, je pense qu'on pourra même dans des moments comme ça, trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Et pauvre France, sincèrement, si vous saviez, elle est tombée très bas. Et on ne souhaite jamais le malheur aux gens, mais franchement, il y a de quoi quelquefois se dire, bon, retour à l'envoyeur. Merci beaucoup. Et encore, merci le chat, merci la technique, monsieur Nguéné, et merci à tous les appelants. Bonne soirée et à demain.
Merci à vous pour ce message d'encouragement. Je pense que c'est Serge depuis la France. Merci. Merci pour tous ces messages d'encouragement. Au standard, nous avons encore 5 minutes à passer ensemble. On va essayer d'accélérer un tout petit peu. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Guéné. Bonsoir, le pasteur Fanga. Et bonsoir à tous les auditeurs du Forum Média. Monsieur Guéné, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous, les Africains, pour nous sensibiliser. Merci beaucoup pour ça. Et à tous les techniciens. Monsieur Guéné, quand pasteur Fanga parle les F là, les entreprises françaises là, ça se trouve dans les F là. Lorsque pasteur Fanga parle de F, les 4 F là, les militaires, le franc CFA, l'armée française, la langue française, les entreprises françaises, et tous, ça se trouve au niveau des F là. Donc nous remercions le Niger. Ils sont partout en Afrique. Il faut que les Africains, ce n'est pas le Niger seulement, ils n'ont qu'à regarder partout le Sahel. Ils n'ont pas tous les entreprises françaises qui sont tapées dans l'ombre, qui ne respectent pas, qui sont là, qui pillent nos États, qui n'ont qu'à prendre les mesures comme ça, comme le Niger. Vous vous rappelez quand Ibrahim Traoré est venu au pouvoir au Burkina Faso, les mines d'or, même les voitures, les Français, ils ont détruit toutes les voitures avant de partir. Ils ont détruit tous les mines. Parce que Fanga peut témoigner ça. Lorsque le capitaine est arrivé au pouvoir, les entreprises du Burkina Faso, les mines d'or là, quand le capitaine a demandé qu'ils ont quitté là, ils ont tout détruit. Le F français. Vraiment, l'Isère, vraiment inquiet Dougni, inquiet. Vraiment, passer Fanga, inquiet Dougni. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci à vous, merci pour votre contribution ce soir. On va avancer rapidement avant de retrouver M. Kamdem qui est toujours à nos côtés pour avoir une idée sur la suite qu'il faudrait aujourd'hui donner à cette démarche des autorités nigériennes au regard justement de ce qui est remis en cause de plus en plus, le manque d'expertise. Que faut-il faire dans le cas précis, entre autres, au regard également des enjeux que représente cette matière première stratégique, entre autres. Au standard, on a un autre appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors, je pense qu'on peut avancer, prendre quelqu'un. Je pense que ce sera le dernier appelant de la soirée, si la réalisation nous le permet. On va accorder 2 minutes au dernier intervenant. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, allô? Oui, bonsoir à vous. Oui, allô, salut le grand frère Justin Panda et le grand frère Tangana. Et je salue For You Africa et tous les téléspectateurs que nous sommes. Et vraiment, je voulais juste appuyer sur... Quelques petits soucis de liaison, mais je pense que nous allons revenir sur le plateau et faire rapidement un dernier tour de table, messieurs, en 10 minutes. Je pense que chacun aura droit à 2 minutes, voire un peu plus de temps de parole. Alors, monsieur Kamdem, on parlait de la suite aujourd'hui. Pour vous qui maîtrisez ce terrain, qui semble glissant pour certains, les autorités nigériennes qui décident de prendre le contrôle opérationnel aujourd'hui de cette société en question, la Sobaïr, que répondre à ceux qui pointent généralement du doigt le manque d'expertise, notamment dans ce domaine précis de l'exploitation de l'uranium qui semble tout de même délicat au regard justement de l'enjeu stratégique qu'il revêt, M. Kamdem. Et aux autorités du Niger, actuellement, c'est de préparer le terrain pour que ces populations ne subissent plus, n'est-ce pas, les effets négatifs et néfastes, n'est-ce pas, de cet uranium. Et je leur propose d'ailleurs, comme je l'ai dit,
une expertise de ma part. Pas besoin de faire un commentaire dessus, mais je pense qu'avec le mécanisme que nous avons fait ailleurs, dans un pays qui nous avait demandé de garder cette confidence en top secret, avec cette expertise que nous avons fait ailleurs, nous pouvons également procéder au Niger, n'est-ce pas, par l'injection des capsules encelées. Alors, ces injections de capsules, je l'ai dit, ce ne sera pas pour éradiquer de manière définitive, n'est-ce pas, la contamination, mais au moins on fera un rabattement, n'est-ce pas, du taux de contamination. C'est-à-dire, on va de 100% de contamination à 60%. On aura sauvé des vies. Et je crois que ça, c'est déjà salutaire. Qu'un Africain, ou alors que des Africains, n'est-ce pas, proposent déjà ce que les Français nous ont toujours vendu, croyant que nous étions des idiots. Alors, je dis, il faut rapidement faire cela parce que dans le domaine de la contamination, de la contamination radioactive, vous avez en 5 années, n'est-ce pas, de sources radioactives abandonnées sur le sol, vous avez en 5 années 30 km de contaminés. Vous avez 30 km de contaminés. Ça, c'est les normes. Hein? En 5 ans, vous avez 30 km de contaminés. Alors, nous sommes là à 53 ans d'exploitation. Nous avons fait ce que nous pouvons faire. Mais impossible n'est pas africain. Nous allons y arriver. Voilà, moi, est-ce que je peux conclure ça? Et sous le regard, je dis bien, sous le regard des autorités nigériennes qui comprennent, et on a même besoin, moi j'ai besoin de former les Nigériens qui désormais devront continuer par prendre leur destin à main. Donc, parce que je ne serai pas là tous les jours, je peux être appelé à Dieu demain ou après-demain. Donc, il faudrait qu'il y ait une relève telle que vous le faites. Donc, voilà ma conclusion. Merci. Pour sortir des pays, pour sortir de l'émission. Ben, écoutez, M. Nguéné, je pense qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de recréer une nouvelle voie pour l'Afrique. Recréer une nouvelle voie, quand je parle de voie dans tous les sens, hein, c'est-à-dire que dans le domaine de l'expertise, et d'ailleurs notre frère quand même, n'est-ce pas, l'ingénieur vient de nous démontrer qu'il maîtrise ce secteur-là, il maîtrise, n'est-ce pas, le secteur de la radioactivité, de l'exploitation de l'uranium. On peut en compter comme ça des milliers et des milliers d'Africains qui sont brillants, qui sont dans toutes les grandes écoles, qui sont... Vous vous imaginez qu'en Allemagne, il y a près de 12 000 médecins africains? Ça, et je crois même que cet indice-là disait que c'était plutôt les Camerounais. Donc, si on compte tous les Africains, ça peut être plus que cela. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons les capacités de créer, n'est-ce pas, ce que nous voulons en Afrique. C'est-à-dire, cette exploitation d'uranium au Niger peut bénéficier aux Africains et à toute l'Afrique. C'est pour ça que j'aime toujours prendre cet exemple du barrage, par exemple, de Inga, le projet Inga 1, Inga 2, et je crois qu'on est déjà à Inga 3. Le barrage Inga est un barrage qui est capable de donner l'électricité à toute l'Afrique. Mais l'Union européenne, le FMI, la Banque mondiale vont aller nous financer des associations qui encouragent des gens à se bombarder le derrière, c'est-à-dire les LGBTQI. C'est là où l'Union européenne, la France et tous ses amis vont financer. Où il faut financer des projets. Et d'ailleurs, ça rejoint là les propos de Edmond Kohl, ancien chancelier allemand, qui avait dit « Nous devons tout faire pour que l'Afrique ne s'industrialise pas. Parce que si l'Afrique s'industrialise, alors c'est fini pour l'industrie européenne, c'est fini pour l'Europe. » Et donc, comme aujourd'hui, nous sommes décidés à couper les pieds à tous les 4 F. C'est-à-dire la France, la franc-maçonnerie, le franc CFA et la francophonie, nous sommes décidés à prendre ce paquetage-là et le renvoyer à l'envoyeur. Ce n'est pas méchant de dire que non, la France dégagée, ils nous ont fait trop de mal, M. Nguéné. Vous vous rappelez des populations où on a jeté du napalm au Cameroun, des pays, des territoires rasés? Vous vous rappelez au Congo, des mains coupées, des pieds coupés, de ces assassinats? Vous vous rappelez, tout ça pour l'exploitation des ressources, où le roi belge et sa colonie avaient dit que non, la RDC les appartient. Vous voyez qu'en Afrique, nous avons trop de problèmes. C'est parce que justement, peut-être, le Mumba sont nés à leur époque, ils ont combattu, les Oumiobe, ils ont combattu, mais cette génération-ci va remporter la victoire finale sur la France, cette France maudite. Et je pense que c'est cette victoire-là qui est en train de se dessiner, n'est-ce pas, au Niger,
un peu de partout en Afrique. Merci à vous, André Kissel Fanga. Merci à Henri Atangana également depuis Bruxelles ce soir. Merci surtout à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs sur toutes nos différentes plateformes numériques, Facebook ou YouTube, entre autres. Merci à nos nombreux auditeurs, ceux qui nous prennent en relais au quotidien via les ondes de la 96.3 FM for You Radio. Merci à la grande équipe de la réalisation. C'était tout pour ce numéro de votre émission, Le Point sur l'actualité, édition du 5 décembre 2024. Portez-vous bien.